Ok, donc on continue avec le chapitre D, le deuxième chapitre de notre programme là. Bon, et je rappelle que la version anglaise est disponible aussi. Et le lien est dans les commentaires, toujours. Donc, pour cette deuxième vidéo, on va parler du deuxième chapitre. Et pour ce deuxième chapitre-là, il s'agit de l'origine du sol et de la granulométrie. D'accord? Donc, je pense que pour cette vidéo, on va faire, pour ce chapitre, pardon, on va faire au moins 2 vidéos. Là. Donc, ça, c'est la première vidéo. Origine du sol et la granulométrie. Donc, dans ce chapitre, voici les points qu'on va couvrir. OK? Présentation, cycle des roches et origine du sol. Minéraux rochers, les roches et structures rocheuses. La taille des particules du sol. Les minéraux argileux. Gravité spécifique, analyse mécanique du sol. La courbe de distribution granulométrique. Les formes des particules. OK? Présentation d'abord. Donc, en général, hein, les sols sont formés par l'altération des roches. Donc, on obtient du sol avec l'altération des roches. OK. Une minute. Donc, les propriétés physiques du sol sont principalement déterminées par les minéraux présents dans la roche mère. Voilà. Dans les particules du sol, la roche à partir de laquelle le sol a été formé vont forcément influencer les propriétés physiques du sol. Voilà. Donc, dans ce chapitre-là, voici les points que nous allons trouver. La formation de différents types de roches. D'accord? Le processus de formation du sol lui-même, le processus même, et l'altération mécanique et chimique des roches. Comprendre aussi la distribution des tailles des particules dans le sol et la composition des minéraux argileux et leur influence sur les propriétés plastiques du sol. Et aussi, on va examiner différentes formes de particules dans le sol. Donc, on commence par cette partie. Présentation est déjà finie. La deuxième partie de ce chapitre, il s'agit du cycle des roches et l'origine des sols. Donc, la phase solide d'un agrégat de sol est composée de grains minéraux qui sont les résultats de l'altération de la roche. Okay? La taille, la forme et la composition chimique de ces grains jouent un rôle très important dans la détermination des propriétés physiques du sol. Donc, pour mieux comprendre ces facteurs, il est donc important de se familiariser du type de fondamentaux des roches. Quels sont les différents types de roches qui composent la croûte terrestre? Les minéraux qui forment ces roches et les processus d'altération. Parce que ce sont ces roches qui forment le sol. Donc, les roches peuvent être classées en 3 types, principalement. Hein. Les roches ignées, les roches sédimentaires, les roches métamorphiques. Donc, le cycle de formation de ces différents types de roches-là et les processus associés sont présentés ici. Donc, on voit ici les magmas dans les profondeurs du sol qui donnent ces roches ignées-là et l'altération, la transportation et l'érosion de cette roche-là vont donner des sédiments, des sables par exemple. Et de ces sables-là aussi, on peut, par compaction
ou cimentation, obtenir une roche qu'on va appeler roche sédimentaire. D'accord? Et cette roche sédimentaire-là peut se métamorphiser pour donner une roche métamorphique. Et si cette roche métamorphique fond, elle donne du magma. Donc, il y a plusieurs possibilités. Pour cette possibilité particulièrement, transformation des sédiments en roche sédimentaire, par exemple du sable à une roche, ça c'est possible, ça s'est fait, même dans mon université, je connais un professeur qui fait ça. Donc, ici, on a du sable, et juste en utilisant des bactéries, par exemple, on peut avoir ces blocs-là, ces blocs de sable, très solides, presque une roche. Okay? Une solide, c'est comme une roche. Donc, cette procédé-là, on appelle ça la biocimentation. La biocimentation, le processus. Donc, de façon artificielle, on peut fabriquer une roche. Donc, vous pouvez appliquer dans vos pays respectifs, si vous voulez. OK. On va passer maintenant aux minéraux rochers, les roches et structures rocheuses. Donc, minéraux rochers d'abord. Les minéraux. Quels sont les différents types de minéraux qu'on trouve dans les roches? Donc, on voit ici un exemple. Cette photo qui donne des exemples des minéraux qu'on trouve dans les roches. OK? Des minéraux rochers courants. On a du quartz, l'orthose, plagioclase, la muscovite, la biotite, tout ça là. L'andradite, je ne sais pas, il y a des noms ici qui sont choses. Mais tout ça là, ce sont des minéraux qu'on rencontre dans les roches. Donc, les géologistes sont mieux adaptés pour ces genre de choses-là. Voilà, la dolomite, la chlorite, la calcite, grénate. Et ça, maintenant, c'est les roches elles-mêmes, les différents types de roches qu'on peut croiser sur les chantiers de construction. OK? Donc, granit, du basalte, du rhyolite, calcaire, ça c'est le grès, calcaire c'est là, conglomérat, là c'est du marbre, je pense, l'ardoise, et schiste. OK. Donc, on va parler maintenant des structures osseuses. Donc, il existe des grandes structures osseuses qui sont construites depuis des années, des siècles, qui existent toujours dans le monde, qui sont construites soit avec des roches, dans une roche, ou sur une roche. OK? Il y a d'autres qui sont toujours intacts, d'autres aussi sont détériorés et continuent de se détériorer peu à peu. Voici un exemple du Parthénon, je pense que c'est en Grèce. Celui-là, qui est construit avant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il est fait de marbre et construit sur une colline de calcaire. Donc, cette colline-là, c'est une colline de calcaire. Maintenant, sous cette colline de calcaire, on a cette roche-là, phyllite, je ne sais pas si je prononce bien, une roche métamorphique à grains fins contenant de grandes quantités de mica qui ressemble à de l'ardoise ou du schiste. On a aussi ce canal-là, vous voyez comment c'est long, en Grèce aussi, qui achevé en 1893, se compose d'un seul canal de 8 mètres de profondeur, creusé au niveau de la mer.
8 mètres de profondeur, c'est profond quand même. Donc, mesure 6346 mètres, donc plus de 6 km de long, 24,6 mètres de large en haut. Donc, en haut ici, c'est 24,6 mètres de large. Maintenant, en bas, dans les profondeurs, ça fait 21,3 mètres de large en bas. Donc, la partie centrale du canal, là où les pentes excavées là sont plus élevées, cette partie-là est constituée de marnes, sept types de marnes, Pléistocène. Je ne sais pas trop si je lis ça bien. Et des minces intercalcaires, des sables marneux et des calcaires marneux. Donc, pour dire que le canal est fait chez des roches. Il n'y a pas de béton qu'on a ajouté ici et c'est toujours stable. Voilà. Là, c'est une roche. On va parler maintenant de taille du sol. Donc, les sols sont généralement classés en gravier, sable, limon et argile. OK? Donc, en fonction de la taille des particules du sol, on peut classer ça. Vous pouvez dire que c'est du gravier, c'est du sable, c'est du limon, c'est de l'argile. Donc, il y a divers organisations qui ont développé des classifications granulométriques pour décrire les sols. Les tableaux là, par exemple, montrent des classifications MIT, US Department of Agriculture, American Association of State Highway and Transportation Officers, the Unified Soil Classification System. Voilà, ça c'est le système unifié de classification du sol. Donc, chaque système a ses classifications. OK? Donc, ainsi la taille, par exemple, ici, les tailles sont supérieures à 2 mm, parce que ici, les dimensions sont en millimètres. Supérieures à 2 mm, il s'agit des graviers. Entre 2 et 0,06, c'est du sable. 0,06, 0,002, c'est des limons, silt. Et inférieur à 0,002, c'est de l'argile. Voilà. Donc, chaque organisation a donné ses classifications. Mais le système de classification unifié, là, celui-là, c'est le système le plus accepté, largement, partout dans le monde. Les gens utilisent ce système. Donc, ce système, si vous voyez, est juste classifié ici en gravier, sable, et là, on appelle ça des fins. Les fins, là, dans les fins, il y a des limons et il y a de l'argile. Cette figure la montre la même chose, à limite la détail, mais sous forme de graphique. Voilà, vous voyez ici des graviers, sable. Là, c'est des limons et argile. Maintenant, ici, c'est limon et argile mélangés. Voilà. Et donc, les graviers, là, sont composés de fragments de roches, de particules, occasionnellement du quartz, du feldspathe et d'autres minéraux. Voici un exemple des graviers. Ici, une photo. Et les sables, principalement du quartz, du feldspathe et d'autres
grains minéraux. Voici une photo du sable. Tout le monde connaît, je pense. Les limons, là, les limons sont vraiment trucs. Plus on progresse, plus ça devient plus petit, quoi. Voilà, des particules de forme flacon, constituées de grains de quartz très, très fins et qui sont des fragments de minéraux micacés. Voici, par exemple, une photo de limon. L'argile, maintenant. Pour l'argile, ce sont principalement des sols constitués des grains en forme de flacons microscopiques ou submicroscopiques, des mica, des minéraux argilés et d'autres minéraux. Voici par exemple une photo de l'argile. Je pense que tout le monde connaît l'argile. Donc, ces sols-là, les limons-là, c'est comme l'intermédiaire entre le sable et l'argile. Okay? Parce que le comportement du sable et l'argile sont complètement différents, très différents. Donc, on met les limons au milieu pour essayer de faire une jonction. Je ne dis pas que le comportement, je ne dis pas que les limons, c'est un mélange de sable et de l'argile. Non, non, c'est pas ça. Voilà, c'est juste comme une transition. Voilà. Parce que ces deux-là sont vraiment très différents. Leur comportement est complètement différent. Donc, selon la classification granulométrique présentée dans les tableaux D1 et puis la figure là, les argiles sont généralement définies comme des particules inférieures à 0,002 mm. Cependant, dans certains cas, on peut aussi prendre des particules de 0,002 à 0,05 mm. Ceux-là aussi peuvent être également appelés des argiles. Donc, il est vraiment important de noter que les particules classées comme argile, là, en fonction de leur taille, ces particules ne contiennent pas nécessairement des minéraux argilés. C'est juste à cause de leur taille. Parce que ces classifications-là, comme on a vu, c'est juste en fonction des tailles que les classifications ont été faites. Pas plus. Donc, si une particule, par exemple, a une taille inférieure à 0,02, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est de l'argile. Donc, les argiles sont caractérisées comme des particules qui présentent une plasticité lorsqu'on les mélange avec une certaine quantité d'eau, limitée bien sûr. Voici un exemple des scripts, des objets d'art qui sont fabriqués juste à base de l'argile. Juste en ajoutant un peu d'eau avec de l'argile, vous pouvez faire ça. Ok, ça c'est un buste et ça c'est une voiture qui sont fabriqués avec de l'argile. Donc, les sols non argilés là, peuvent contenir des particules de quartz, de feldspath ou des micas suffisamment petites pour appartenir à la classification des argiles. C'est-à-dire ces particules non argilées là peuvent être très petites, mais ce ne sont pas des argiles en fait. Mais c'est juste à cause de leur taille, ils peuvent tomber dans la classification des argiles. Donc, par conséquent, il est important, donc plus approprié de désigner les particules de sol inférieures à 2 microns là, ou 5 microns, comme des particules de la taille d'argile, plutôt que de les appeler de l'argile. Donc, au lieu de les appeler de l'argile, on va juste les appeler particules à la taille de l'argile, quelque chose comme ça. Ça, c'est une appellation mieux appropriée, en fait. Voilà. Donc, les particules d'argile sont principalement dans la gamme de taille colloïdale, et puis la 2 mm étant la limite supérieure.
pour les argiles, quoi. Donc, on va parler maintenant des minéraux argileux. Les minéraux, argile minérale. OK. L'argile minérale elle-même, comment ça se passe? Donc, les minéraux argileux sont constitués des tétraèdres, des silices et d'octaèdres d'alumine. Donc, les tétraèdres de silice là contiennent 4 atomes d'oxygène entourés d'un atome de silicium. OK? On a ça ici. Donc, voici un exemple. 1, 2, 3, 4 atomes d'oxygène et au centre là, on a un atome de silicium. Tandis que les octaèdres là, d'alumine là, sont constitués de 6 hydroxyles entourant un atome d'aluminium. Voici un exemple ici. Les 6, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il y a un sixième là, un sixième qu'on doit ajouter. Peut-être c'est celui-là. Et au milieu, on a un atome d'aluminium. D'accord? Donc, si on fait la combinaison de ces unités-là, on forme des feuilles de silice et des dipsites, également appelées feuilles de silice et dipsites, de façon séparée. Donc, quand on combine un tétraèdre comme ça, on fait plusieurs, ça forme une feuille. Là aussi, si on fait plusieurs octaèdres, on obtient une feuille. Donc, dans certains cas, on peut remplacer cet aluminium-là, dans le cas des octaèdres-là, au lieu d'aluminium, on peut mettre du magnésium ou du fer, iron. Donc, si c'est du magnésium au lieu d'aluminium, là, en ce moment, on va appeler ça unité octaèdre. Les unités octaédriques, là, on va appeler la feuille de brucite. Donc, dans la feuille de silice, là, chaque atome, ici, hein, chaque atome de silicium est lié à 4 atomes d'oxygène, comme on a déjà expliqué. Et l'atome d'oxygène qui est en haut, là, c'est là, supérieur, là, de chaque tétraèdre a une charge négative. Et cette charge négative-là a pour rôle d'équilibrer la charge positive du silicium, là. Donc, celui-là est positif, donc la charge qui est là va équilibrer un peu la chose. Maintenant, lorsqu'on prend cette feuille, par exemple, de silice, et on amplie, on la pose sur cette feuille-là, octaédrique là, on obtient quelque chose comme ça. Donc, en ce moment, la feuille de silice là remplace les oxygènes qui sont ici, par exemple, en bas ici, vont remplacer les hydroxyles qui sont en haut ici là. Voilà, et on obtient quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il y a moins de zones là, moins de boules jaunes. La kaolinite, qui est l'un des minéraux argilés, consiste à des couches répétées de silice dipsite dans un réseau de 1,1. Chaque couche a une épaisseur de 7,2 Armstrong, 10 puissance moins 10 mètres. Et ils sont maintenus ensemble par des liaisons hydrogènes. Voici ici. Donc, on a cette feuille de silica, feuille de silice, et puis dipsite là. Et il y a une liaison hydrogène entre les deux.
Donc, voici une photo. Kaolinite, là, c'est juste les kaolins. L'argile que certaines personnes, par exemple, qui mangent ça, je pense. OK. Lilith, Lilith également connue sous le nom de mica argilé, est une feuille de gypsite collée à deux feuilles de silice. Donc, une feuille, deux feuilles de silice et une feuille de gypsite. Donc, les couches d'élite là sont liées par du potassium. Et l'autre, voici une photo par exemple de l'élite. Le dernier argile, minéraux argilés là, je ne sais pas trop si je prononce bien, mais c'est montmorillonite, quelque chose comme ça. Ça, c'est juste plutôt le domaine des géologues ou quelque chose comme ça. A une structure similaire à l'élite là, mais avec une substitution isomorphique du magnésium. Donc, au lieu de mettre du magnésium dans la structure là, on remplace du fer. Donc, c'est comme ce qu'on a dit. Au lieu de mettre l'aluminium là, au lieu de mettre l'aluminium dans le centre là, on enlève, on met du magnésium ou bien du fer. Et aussi, les liens entre deux feuilles est fait avec de l'eau. Donc, vous voyez ici, on a une molécule d'eau. Voici un exemple aussi de cette argile minérale. Donc, d'autres minéraux argilés aussi, comme ici, chlorite, halocite ou vermiculite. Tout ça là, ce sont des argiles aussi. Voilà. Comme les autres qu'on a cités là. Les particules d'argile là portent une charge négative nette sur leur surface. Donc, à la surface là, des argiles, on a une charge négative. On a des charges négatives. Et en raison de la substitution isomorphe et de la discontinuité structurelle sur les bords. Des charges positives peuvent aussi apparaître sur les bords des particules. Donc, dans l'argile sec, par exemple, sèche, c'est-à-dire il n'y a pas d'eau, la charge négative est équilibrée par des cations échangeables, comme les Ca2+, Mg2+, Na+, et K+. Donc, ces charges-là entourent les particules retenues par des attractions électrostatiques. Donc, comment maintenant je fasse le mécanisme par lequel l'eau est attirée par les particules d'argile. C'est-à-dire comment ça colle. Donc, si vous ajoutez de l'eau, lorsque vous ajoutez de l'eau à de l'argile, les cations qu'on a cités précédemment, là, je parle de ces cations. Ces cations, on a dit que ces cations-là sont dans l'argile sec, non? Voilà. Donc, si vous ajoutez de l'eau, ces cations-là et quelques anions vont flotter autour des particules de l'argile. Voilà. Donc, cette configuration-là est appelée double couche diffuse, comme ça. Donc, vous voyez des cations autour, cations et anions. Cations, ce sont les charges positives. Et les anions, ce sont les charges négatives. D'accord? Et la surface ici. Donc, si vous ajoutez de l'eau, ça va flotter comme ça autour de la particule d'argile. Donc, la concentration là, des cations va diminuer naturellement
lorsque vous vous éloignez de la surface des particules. Donc, voici un peu ce que ça veut dire. Donc, ici, l'image montre un peu des molécules d'eau. Vous voyez ici l'eau, plus, ça c'est hydrogène, ça c'est oxygène, qui est moins, les deux hydrogènes qui sont plus l'oxygène. Donc, ces particules-là vont s'additionner avec les cations et puis les anions. Voilà. Et aussi la surface négative des particules argilées là. Et c'est ça, c'est les charges opposées là qui s'attirent. Et c'est ça qui fait que l'eau est liée à l'argile. Donc, deuxième mécanisme, quand vous mettez l'eau, vu que l'eau, la molécule d'eau, les molécules d'eau sont polaires, c'est-à-dire les atomes d'hydrogène là, ne sont pas axisymétriques autour d'un atome d'hydrogène, d'oxygène, pardon. Au lieu de cela, on a un angle de 110 degrés, comme ça. Voilà. Donc, c'est pas comme ça, comme ça. C'est pas comme s'il y avait un truc axe. Donc, en conséquent, la molécule d'eau là a une charge positive d'un côté et une charge négative de l'autre côté. Donc, on appelle ça souvent dipôle, des bornes, en fait. Donc, l'eau bipolaire là, bipolaire, est donc attirée à la fois par la surface chargée négativement, c'est-à-dire la surface négative là, va donc attirer les charges positives de l'eau, les H+, là. Voilà. OK? Et aussi, les particules d'argile et les cations de la double couche, là, la double couche dont on a parlé là, dans la diapositive précédente, c'est la double couche qui est là, en fait. Donc, il y a des cations dedans. Les cations là aussi vont attirer, c'est-à-dire les cations. Comme les cations comme les cations sont positifs, donc ils vont essayer d'attirer la partie négative. Les cations, on a dit qu'il y a des cations, quand l'argile est sec, il y a des cations qui équilibrent la surface négative de l'argile. Donc ces cations-là, si on met de l'eau, la partie qui est négative de l'eau, là, c'est-à-dire l'oxygène, ça là, sera aussi attirée par les cations. Maintenant, la partie positive de l'eau, ça, va vers la surface négative de la particule d'argile. Donc, c'est comme ça que l'eau sera liée à l'argile. Donc, les cations, à leur tour maintenant, seront attirés par les particules du sol. Comme ça marche. Le troisième mécanisme, donc, troisième mécanisme là, par lequel l'eau est attirée par les particules d'argile, est la liaison hydrogène, où les atomes d'hydrogène dans l'eau, là, les atomes d'hydrogène, les H+, les atomes d'hydrogène dans les molécules d'eau sont partagés avec les atomes d'oxygène à la surface de l'eau. Okay? Donc, certains cations particulièrement hydratés dans l'eau, les cations là, sont également attirés à la surface des particules d'argile. Donc, ces cations-là attirent les molécules d'eau dipolaires. Donc, l'eau qui est attirée par l'argile, là, par les particules d'argile, cette eau-là, comment est-ce qu'elle est stockée dans l'argile? Comment est-ce qu'elle est vraiment
elle se présente dans la particule de l'argile même. Si on prend par exemple ces photos-là, ces images-là, montre comment l'eau là est logée dans la particule de l'argile. OK? Donc, les forces, la force d'attraction entre l'eau et l'argile diminue naturellement lorsque vous vous éloignez de la surface des particules d'argile. Mais toute l'eau retenue par les particules d'argile, par ces forces d'attraction-là, cette eau-là est appelée eau à double couche. Eau à double couche. Maintenant, la couche la plus interne de cette eau à double couche-là, cette couche-là, fortement retenue par l'argile, elle est appelée eau absorbée ou même eau liée. Je pense que c'est eau liée la vraie appellation. C'est l'eau liée. OK? Donc, cette eau est plus visqueuse que l'eau libre, normalement. On va appeler ça eau liée. Donc, l'eau liée, là, est naturellement plus visqueuse que l'eau libre, l'eau qui n'est pas liée. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait là? OK. Non. Donc, la figure la montre comment dans l'argile, là, comment se présente l'eau liée. OK? Ça, c'est un exemple de ce type d'argile minérale. Momorilonite, là. Et là, kaolinite. Le type d'argile kaolinite, le kaolin. Donc, comment l'eau liée, là, est dans l'argile, dans les particules de l'argile. Donc, cette orientation-là de l'eau autour des particules d'argile, là, c'est cette orientation qui confère les sols argileux leurs propriétés plastiques. Le fait que ces sols argileux-là sont plastiques, quand vous ajoutez de l'eau, sont plastiques, c'est à cause de ça, cette orientation. Donc, la présence de ces minéraux-là, et c'est là que c'est vraiment important, et c'est d'ailleurs pour cela on est en train de prendre du temps sur ça. La présence des minéraux argileux influence grandement les propriétés techniques du sol, propriétés géotechniques du sol. En particulier lorsque la teneur en argile est élevée. Il faudra faire attention. Donc, lorsque l'humidité est présente, pendant la pluie ou quelque chose comme ça, le comportement technique, géotechnique de ce sol-là changera considérablement au fur et à mesure que le pourcentage, la teneur en argile minérale là, va augmenter. Donc, plus les minéraux d'argile augmentent, plus le comportement là aussi va changer s'il y a un peu d'humidité. Donc, à toute fin pratique, c'est-à-dire dans la pratique, lorsque la teneur en argile est d'environ 50% ou plus, les particules de sable et de limon là flottent dans la matrice argileuse. Et les minéraux argileux dictent, et qui dictent principalement les propriétés techniques du sol. Pour dire que si votre sol contient plus de 50%, 50 ou plus de 50% d'argile, c'est mieux de considérer le sol comme argileux en même temps. Parce que dès qu'il y a une petite quantité d'eau, le comportement va changer, mais de façon vraiment différente, quoi, que si le sol était sec. Donc, en pratique, c'est ce qu'on considère pour plus de sécurité. OK.
commence la sixième partie. La cinquième partie là, du chapitre est fini. La gravité spécifique. On va terminer avec cette partie-là. Donc, c'est une seule diapositive. Gravité spécifique. C'est quoi la gravité spécifique? C'est juste un rapport. La gravité spécifique, donc c'est une mesure qui compare, qui compare le poids unitaire, c'est-à-dire le poids du matériau, du sol, au poids de l'eau, au poids unitaire de l'eau. Donc, c'est comme si vous prenez le poids du sol divisé par le poids de l'eau. Donc, c'est ça qu'on appelle gravité spécifique. Voilà. Et très important en géotechnique. Donc, on peut déterminer cette gravité spécifique-là en laboratoire, bien sûr. Voici le tableau qui donne exemple de gravité spécifique de certains minéraux. Ok? Dixquat, kaolinite, lilite. Ce sont des exemples des gravités spécifiques de certains minéraux. Donc, la plupart de ces valeurs-là varient entre 2,6 à 2,9. La plupart. Pas tous, hein, il y a d'autres qui vont jusqu'à 3. L'olivine, par exemple, limonite. Donc, par exemple, si vous prenez le sable clair, qui est principalement composé de quartz, peut être estimé avoir environ une gravité spécifique de 2,65 parce que ça contient en majorité du quartz. Donc, les sols argilés limonés là peuvent avoir les valeurs de densité allant de 2,6 à 2,9. Voilà. Ces valeurs sont utiles, hein. Ces valeurs-là qu'on donne ici sont vraiment utiles hein, pour évaluer les propriétés et les comportements des sols dans les applications géotechniques d'ingénierie. Donc, c'est pas pour rien. Ces valeurs sont très, très utiles. Pourtant, on a besoin de ces valeurs-là pour faire des applications. Et on va voir tout ça là, comment on va utiliser ces valeurs dans les applications. Et je pense que c'est tout, hein. Donc, on va s'arrêter là et les liens de la version en anglais sera dans les commentaires. OK. Merci beaucoup. J'espère qu'on va... Après ce chapitre-là, les choses les plus intéressantes vont commencer, je pense. Bon, après cette vidéo même, la vidéo qui va suivre va concerner la granulométrie et autres. OK? Merci bien.